Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en duo. Aujourd'hui dans quelques instants vous aurez un invité mystère parce qu'il ne dévoilera pas son identité, mais vous allez voir que le sujet va être ultra intéressant. Aujourd'hui on va parler crypto-monnaie et très précisément on va parler Bitcoin. Voilà, donc j'espère que le sujet va vraiment vous intéresser. Ça fait un moment qu'on avait programmé cette interview parce que voilà, c'est sûr que le monde de l'investissement est large et vaste. Moi, mon expertise, mon cœur de métier, ça reste l'immobilier. Mais comme tout bon investisseur, on se doit de maîtriser plusieurs types d'actifs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les amis, on va faire un gros focus sur le Bitcoin. Avant tout ça, et une fois n'est pas coutume, on va faire également un petit tour de piste sur mes actualités, les actualités de GG, ce que je vis en tant qu'investisseur particulier, professionnel. Bref, je vais vous faire un petit tour de piste parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Alors, pour commencer, au moment où j'enregistre ce podcast, je sors de 3 soirs de live sur mon immersion IMO. Donc merci encore à toutes celles et ceux et surtout félicitations à celles et ceux qui se sont inscrits, près de 200 personnes. Voilà pour voir un petit peu comment faire pour passer à l'action en 2026 pour investir intelligemment en immobilier. Ça a été 3 soirées de dingue où j'ai partagé vraiment full valeur. On a vu très rapidement mon parcours d'expert immobilier, l'importance et l'urgence à investir en IMO. On a vu également la mutation du marché de l'immobilier qui était en train de s'opérer depuis quelques temps et surtout comment réagir, comment appliquer les stratégies haut rendement pour pouvoir enchaîner les investissements, comment trouver un secteur qui va être porteur, toutes mes techniques de chasseur pour trouver une bonne affaire avant les autres, comment on a du off-market. On a également eu l'intervention d'un banquier, Romain, petit big up à toi, merci encore de ton intervention, c'était ouf, toute la valeur donnée, partagée, et également un gros big up à Antoine d'Auteuil, spécialiste dans la rénovation énergétique. Donc ça a été 3 soirs absolument dingues, c'était vraiment trop cool. Donc si tu n'as pas assisté à cela, je te mets le lien juste en dessous pour accéder au replay. Le replay sera disponible 5 jours à partir de ce moment-là. Donc là, le podcast sort le mercredi 1, le dimanche 5, les amis, c'est fini. Le replay disparaît. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, vous avez full valeur pendant les 3 soirs que j'ai animés. Donc ça c'est la première chose. Donc c'était une première pour moi, une immersion en ligne comme ça. C'est vrai que d'habitude j'ai tendance à privilégier le physique, des conférences dans des villes en présentiel, donc que ce soit Rennes, Angers, Brest, Laval, Le Mans, voilà, et j'espère en faire d'autres prochainement. Mais là j'avais envie de tenter l'aventure en ligne. Alors c'est un exercice qui est complètement différent. C'est vrai que je ne peux pas connecter de la même façon forcément à travers un écran qu'en présentiel, mais c'était quand même une très bonne expérience. Les gens qui ont assisté aux 3 soirs, vraiment, j'ai eu des excellents retours parce que forcément, je donne beaucoup. Vous le voyez à travers ce podcast depuis des années. Donc imaginez ça condensé en 6 heures de live. Avec vraiment que des cas pratiques applicables, que du concret. Encore une fois, je déteste la théorie. Donc encore bravo aux personnes qui se sont inscrites et qui ont assisté à tout ça. Celles et ceux qui étaient absents ou qui n'avaient pas vu l'info passer, vous avez le replay jusqu'à dimanche. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, sur la partie investisseur à titre particulier, j'ai envie de dire, je vous ai parlé fin janvier qu'on m'avait rendu un appart complètement dégueulasse. Ça y est, les travaux se terminent, j'ai pris mon temps, clairement, je me suis pas mis la pression. Fut une autre époque, je me serais mis la tête à l'envers, je me serais énervé. Et là, j'ai pris beaucoup de recul, j'ai pris ça avec philosophie. Voilà, ça m'impacte pas directement, donc c'était en mode no stress, ça va se faire. Et puis je me suis pas mis la pression. Donc voilà, les travaux se terminent, ça va repartir en loc. Mais voilà, il y a quand même de la perte sur ce départ locataire.
J'en ai à peu près pour 2500 € de réparation, 3000 €, non, on va dire 2005. 2005, j'ai retenu forcément, vous vous doutez bien, la caution, mais il y a quand même un delta qui n'est pas comblé entre la perte de loyer sur les 2 mois de vacances locatives et les travaux de réparation. Bah voilà, c'est un billet à 3000 balles. Encore une fois, les amis, l'immobilier, c'est pas tout rose, hein, j'ai jamais vendu du rêve. C'est la première fois que ça m'arrive en 6 ans, là, quand même, des dégâts comme ça. Voilà, faut le prendre avec philosophie, ça fait partie du jeu. Forcément, si on s'arrête là-dessus, on fait rien. Mais quand je vois tout ce que ça m'apporte à côté, toute cette liberté, tout cet enrichissement, voilà, je me dis que c'est rien du tout. Et en allant dans ce même sens, j'ai partagé l'info sur Instagram notamment. J'ai une offre de prêt qui a été acceptée du coup sur mon nouvel immeuble de rapport 4 lots. J'en parlerai plus longuement une fois que je serai vraiment propriétaire de cet immeuble. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour le négocier. C'est vraiment une dinguerie sur un secteur ultra porteur avec plus de 10% de renta. Donc voilà, donc ça c'est une excellente nouvelle. Je continue encore et toujours mes investissements à titre perso. Et enfin, afin de pas trop m'attarder et être assez concis dans mes propos, l'activité de marchand de biens qui carbure, encore une fois. C'est vraiment une activité sur laquelle je prends beaucoup de plaisir. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai un top associé, hein, on est une très très bonne équipe. Et puis on va surtout sur des dossiers qui sont intelligents, j'ai envie de dire. On fait beaucoup de tri dans les biens que l'on va faire, que l'on va acheter, etc. Et donc pour vous donner un petit peu de matière, donc là on pensait avoir clôturé l'immeuble sur lequel on a une division. Malheureusement, l'appartement du rez-de-chaussée, l'acquéreur s'est désisté et c'est un peu mou du genou là sur comment dire. Voilà, il n'y a pas trop d'autres demandes, donc on a décidé d'entreprendre des petits travaux dans celui-là, des petits travaux très simples, mais histoire de l'embellir, parce que c'est vrai que bon, il est dans son jus et puis il donne pas forcément envie en l'état, donc on avait trouvé un bon profil d'investisseur qui finalement se retire. Donc on a décidé, voilà, encore une fois, on s'adapte, on pivote, on voit comment le marché réagit, on prend des décisions. On a décidé de remettre un petit coup de peinture, on rechange 2-3 sols pour quelques travaux, enfin voilà, ça va pas nous coûter des milliers des cents, et on espère du coup redynamiser un petit peu la demande sur ce dossier-là. Et autrement, on a 2 autres opérations que l'on va acheter d'ici 1 mois et demi. On a entamé pareil notre pré-commercialisation, donc on espère revendre ou avoir des touches très concrètes pour revendre les biens avant même d'être officiellement propriétaire. Donc voilà, donc 2 opérations sur lesquelles on devrait dégager environ 50 à 60 000 € de marge par opération. Donc ça c'est chouette, des petits trucs faciles, hein, vraiment à la portée de tout le monde. Et enfin, l'excellente nouvelle, c'est l'acceptation d'une offre qui est passée, forcément on l'a fait au prix, j'ai envie de dire, sur un très gros projet, notre plus gros projet pour l'instant, voilà, un ensemble de 4 maisons dans une ville, dans un secteur ultra porteur à 10 minutes de chez moi, donc bassin rennais. Et là on est sur un très 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 gros dossier parce qu'on dépasse le demi-million sur notre acquisition. Et on est quand même ultra confiant sur la revente. On a 4 maisons aujourd'hui entre 60, aux alentours des 75-80 mètres carrés dans ces eaux-là, petites maisons de ville, et sur lesquelles on va également étudier l'aménagement des combles. Alors il faut savoir que le projet déjà en l'état, avec juste la revente des maisons, on est sur une marge qui est très bonne. Et voilà, et on va essayer de venir optimiser tout cela en proposant des combles à aménager, donc voilà, avec des petites démarches urbanistiques à effectuer, mais voilà, on est trop content. On était en concurrence avec des grosses boîtes parisiennes notamment, et encore merci à l'agent immobilier qui nous fait confiance. Elle a privilégié un acteur local qui connaît son territoire, entre guillemets, hein. On connaît notre secteur d'investissement avec Paul. Et c'est trop bien, voilà, ça suit son cours en tant que marchand, on est ravis des opérations. Alors on a également arbitré, on s'était positionné précédemment sur une autre opération sur laquelle on a décidé de faire un pas en arrière pour différentes raisons, mais voilà, il faut savoir des fois également être prudent, faut prendre des risques, mais encore une fois, il faut que ce risque soit mesuré. Et là, on pensait que la prise de risque on poussait le curseur un peu trop loin. Et on ne pouvait pas se permettre de se craquer. Donc, on ne peut pas se permettre de se craquer, mais voilà. Différents facteurs qui font qu'on s'est retiré du
projet. Donc voilà un petit peu les actualités. Encore une fois, ça suit son cours. Les élèves de formation et d'accompagnement, on était sur le terrain ensemble samedi de la semaine dernière pour une journée riche, hyper dense pour eux. Ils ont démarré l'accompagnement il y a 2 mois. Et là, on rentre vraiment dans le concret, à savoir, après avoir validé leur profil investisseur, leur stratégie, leur secteur, on attaque la partie sourcing de biens, visite de biens. Donc voilà, toutes les techniques, toute la méthodologie qu'il faut pour trouver le bien qui leur correspond et puis être efficace en visite, ne rien oublier, chiffrer rapidement les travaux. Donc c'était une journée qui était trop bien. Moi j'adore faire ça. Et donc ça leur a énormément plu forcément parce que c'est du concret, on rentre vraiment dans le vif du sujet et même les investisseurs un peu plus avancés parce que dans mon groupe d'élèves j'ai des novices et j'ai également des personnes qui ont déjà du patrimoine, qui ont déjà du bien immobilier, des immeubles ou quoi. Bah en fait, mine de rien d'amener un point de vue professionnel, hein, encore une fois, ça change tout parce que ah ouais, ils connaissaient certainement des choses, mais j'amène encore autre chose. Donc c'est comme quoi il y a, peu importe les personnes et le niveau que vous avez, il y a toujours à apprendre. Donc voilà les amis pour le petit tour de piste sur les actualités. On va maintenant basculer sur le podcast du jour. Donc accrochez-vous, ça va être parfois un petit peu technique. J'espère que vous avez quelques connaissances déjà sur le Bitcoin. On a essayé de vulgariser ça au maximum. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle écoute. Encore une fois, si tu me découvres dans ce podcast, si c'est la première fois que tu m'entends, écoute, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner. Voilà sur Spotify, Apple Podcast. Laisse-moi également une petite note hyper importante les amis. J'en ai eu une ou deux nouvelles là, c'est cool sur Spotify. Merci infiniment, mais c'est vraiment ce qui me permet moi de ranker le podcast, de le développer et puis surtout de récompenser un petit peu mon travail. Hein. C'est le podcast, c'est une passion, mais c'est du bénévolat, on va pas se mentir. Donc voilà, donc si vous voulez continuer à m'encourager, je vous invite à me mettre une note 5 étoiles et puis pourquoi pas un petit message sur Insta, ça me fera toujours plaisir. Allez, on attaque le sujet du jour. Je vous souhaite une très très belle écoute. C'est parti. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un invité, vous allez voir, un invité mystère. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler investissement, mais non pas à travers l'immobilier. Une fois n'est pas coutume, on va parler Bitcoin parce que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage un expert et un fada, un Bitcoin maximaliste. Je ne sais pas comment on va pouvoir te qualifier. Scuba, comment vas-tu? J'aime bien la forme, hein. La Ça fait forme, plaisir de t'avoir. carrément, depuis le temps qu'on en parlait, donc C'est l'occasion d'avoir un petit creux dans nos agendas pour parler du coup du Bitcoin. On a beaucoup de choses à mettre à plat. Euh, Déjà, je remets un petit contexte. Nous, on s'est rencontrés en 2019 à travers un groupe d'investisseurs immobiliers, hein, on va dire ça. ouais, Et toi, ta première rencontre finalement avec le monde de l'investissement, ça a été l'immobilier? ouais, ouais, totalement. C'était l'immobilier. J'ai découvert Bitcoin suite au groupe, au mastermind qu'on Ouais. avait fait. Ok. Est-ce que, alors, on en a parlé en amont du podcast, hein, on sait un petit peu le climat anxiogène qu'il peut y avoir autour des détenteurs de crypto et de Bitcoin plus particulièrement. Donc, d'où le pseudo Scuba pour ne pas dévoiler ton identité. J'aime bien, ça fait trop mystérieux, tout ça, j'adore! Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi pour te présenter dans les grandes lignes en disant ce que tu as envie de nous dire? Sur moi, pour me présenter, je suis une personne qui aime vivre, un bon vivant, qui aime voyager. J'ai quelques passions comme la plongée, Mhm. qui m'a permis de découvrir le monde. J'ai investi à droite à gauche, d'abord dans l'immobilier, quelques actions, puis dans les crypto-monnaies, mais surtout dans Bitcoin. Mhm. De fil en aiguille, j'ai continué à me former et à lire notamment dans l'économie et sur les principes de liberté, sur le libéralisme, les différents courants politiques, des trucs comme ça.
Et là, actuellement, bah, je fais des meet-up, par exemple, tous les premiers mercredis du mois pour parler de Bitcoin, des trucs Ok. comme Donc, sachant que on va peut-être reprendre un petit peu de base relative à la blockchain et à la jeunesse de Bitcoin, hein, très rapidement. Mais le but, c'est d'aller dans du très concret de toi par rapport à ton expertise que tu as vraiment poussé à son paroxysme, hein. Donc, on va pas parler du marché de la crypto-monnaie en général. On va vraiment accentuer le débat sur Bitcoin, qu'est-ce que ça représente, etc. Donc, tu l'as un petit peu dit en introduction. Donc, nous, c'est vrai que quand on a fait le mastermind à l'époque, on avait eu la chance, on va dire ça comme ça, de rencontrer un spécialiste, on développera après, un spécialiste du sujet. Et c'est là-dessus où toi, tu t'es. Enfin voilà, moi, moi aussi, hein, c'était en 2019. Moi, j'ai acheté mes premiers bitcoins en 2019. C'est moi comme ça que j'ai découvert également Bitcoin. Mais toi, à quel moment t'es passé finalement du curieux, comme moi j'ai pu l'être, à investisseur à moindre mesure, on va dire, à complètement convaincu. Ça a été quoi le déclic pour toi de te dire putain, ce truc-là c'est incroyable? Bah, c'était pas forcément dans Bitcoin même, c'était plus dans la crypto en général. Parce que du coup, bah, suite au mastermind et tout ça, bah, j'ai commencé pareil à investir petit à petit sur les plateformes comme Coinbase ou Binance pour Mm. acquérir du Bitcoin et autres shitcoins. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai commencé à pratiquer en allant sur certaines plateformes de finances décentralisées. Et, et là où je pouvais gérer mon argent et du coup le faire fructifier, l'envoyer à qui je voulais, comment je voulais, en déposant pour que d'autres personnes puissent l'emprunter avec un certain taux, puis le récupérer après. Au fur et à mesure de ça, bah, le fait d'avoir pratiqué et de pas avoir de limite ou de, ouais, vraiment de pouvoir faire ce que je voulais De de mon disposer de ton argent. argent comme tu voulais. C'est bon. Exactement, bah, ça m'a fait une sorte de déclic. Puis après, en plus, j'étais dans des groupes de discussion autour de ça, donc ça m'a permis d'évoluer au fur et à mesure. Ok. Euh, Si on redonne un petit peu de contexte aux auditeurs ou aux personnes qui regarderont la vidéo, c'est quoi la définition de Bitcoin et c'est quoi, en quoi c'est révolutionnaire? Et bah, c'est écrit dans le white paper qui est le document que l'inventeur Satoshi Nakamoto a envoyé au 31 octobre 2008, qui explique ce qu'est Bitcoin. Un document de 8 pages et dans le titre, c'est marqué A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Donc de l'argent liquide, un système d'argent liquide électronique pair à pair. Donc c'est vraiment du cash, du monde numérique qui va être résistant à la censure, qui va être permissionless, on n'a pas besoin de demander la permission pour l'utiliser, qui va être borderless parce qu'il n'y a pas de Pas de frontières. frontière, ouais. Tu peux l'envoyer où tu veux, à qui tu veux, quand tu veux. C'est vérifiable, immuable, c'est la rareté absolue. 21 millions, c'est écrit dans le code, il n'y en aura que 21 millions, par un de plus, par un de moins. Donc, il n'y a pas vraiment dans un monde fini comme Mm, aujourd'hui, bah, Bitcoin est vraiment ce qu'il y a de plus rare et de plus absolu. C'est antifragile parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'attaque envers Bitcoin, et bah, ça l'a fait plus que le renforcer. Dès qu'il y a des régulations, des bans ou des trucs comme ça, bah, Bitcoin est sorti plus fort car plus d'utilisation, etc. C'est neutre. C'est seamless, c'est fluide sans trop de friction. C'est assez facile d'utilisation. C'est programmable et avec c'est une certaine révolution. Il y a eu un avant Bitcoin et un après Bitcoin. Si tu veux, avant Bitcoin, dans tout ce qui est numérique, la rareté n'existait pas. On pouvait tout copier-coller. mm. Bitcoin a débarqué, mais ça a pas, il n'a pas débarqué tout seul comme ça. C'est 40 ans d'innovation technologique mis bout à bout qui ont créé Bitcoin, qui a fait que Bitcoin puisse émerger sur le marché. Et depuis Bitcoin, bah, il y a la rareté vraiment numérique où on peut pas dupliquer le Bitcoin. Déjà, on peut pas dupliquer l'expérience Bitcoin, mais on peut pas non plus dupliquer un Bitcoin. Ouais, ok. Donc là, tu as mis en avant pas mal d'aspects de Bitcoin qui le placent finalement dans une classe d'actifs, on va dire, à part. Alors, supérieur ou pas, c'est à chacun d'en juger, mais Libre en à tout cas, chacun. à part. Si j'aimerais juste reclarifier le côté
finance centralisée et finance décentralisée qui finalement va pas forcément parler à tout le monde. Quel mot tu mettrais là-dessus? Bah, la finance centralisée, c'est ce qu'on connaît bien avec le système Des d'une banques? banque, ouais, aujourd'hui, où tout est centralisé par les banques centrales qui vont définir les taux directeurs, qui vont, après, les banques privées vont pouvoir, du coup, prêter de l'argent, etc. Et la finance décentralisée, bah, il n'y a pas d'autorité centrale qui va te définir les règles, etc. Même si aujourd'hui, la soi-disant finance décentralisée des cryptos, au final, elle reste quand même centralisée par leur fonctionnement des blockchains où derrière, tu as des entreprises et là, t'as pas autant de nœuds qui sont décentralisés, pas comme Bitcoin qui est vraiment lui décentralisé par son nombre de nœuds. Les autres cryptos vont être moins décentralisés que Bitcoin. Donc, il y a quand même une certaine centralisation Dans dans le certaines Bitcoin, cryptos. dans certaines cryptos. Ok. Donc finance décentralisée, finalement, ça va être, j'essaye de reschématiser, enfin de revulgariser ça. Euh, le fait il y ait pas d'autorité au-dessus à réguler le marché. En fait, le marché se régule par lui-même entre utilisateurs. C'est un peu ça. Ouais. Et qu'il n'y a pas d'état central pour tout contrôler. Ok. Il n'y a pas d'autorité au-dessus qui va décider si le cours va monter ou pas. C'est vraiment le marché qui va se réguler. Donc ça a été une invention technologique, hein, clairement, une invention également monétaire, une vraie révolution hein, qui est, enfin, moi, ouais, c'est vrai que quand on a mis le nez dedans, on va dire en 2019, moi j'y suis allé, tu vois, à tâtons, parce que pas forcément beaucoup de pouvoir d'achat ou de moyens d'investissement, donc en marchant un petit peu sur des œufs, en testant, en faisant pas mal de conneries de mon côté en tout cas. Euh, Est-ce que toi, t'as essuyé des pertes sur des crypto-actifs d'une manière générale euh, et, et comment tu les analyses? Moi, je pourrais partager un peu mon expérience après là-dessus. Bah ouais, comme toute personne qui vient sur le marché là, c'est nouveau et du coup on essaye 36 000 choses. On pense, il y a l'effet aussi Prager, là, on pense savoir, mais en fait, on sait pas, et du coup, bah, on fait des erreurs. Mais c'est comme disait Alfred à Maître Bruce, c'est pourquoi tombons-nous, Maître Bruce, pour nous relever plus fort. Donc, ces erreurs permettent d'avancer pour s'améliorer. Mhm. Et ça fait partie de la courbe de l'apprentissage. Il faut faire des erreurs pour pouvoir apprendre. Donc, ouais, j'ai essuyé des pertes sur quelques cryptoactifs où je pensais que leur valeur allait être valorisé. Mais au final, non. Donc, j'ai eu quelques pertes. J'ai envoyé des cryptos à des mauvaises adresses. Je me suis mis sur des protocoles qui sont fait hacker. Donc, j'ai eu ouais, quelques pertes au cours de mon parcours. Ok. Euh, Moi aussi, pas mal, notamment sur des. Alors, s'il y a bien au final une valeur sur laquelle je n'ai jamais perdu d'argent et j'en ai gagné, c'est Bitcoin. Pourquoi? Parce que acheté il y a 7 ans de ça maintenant, forcément le valeur de Bitcoin à l'époque était à moins de 10 000 $, hein, je pense quand j'ai démarré, hein. Peut-être même moins de 5 000 sur les premiers. Donc forcément dans le temps ça s'est apprécié hein, avec un Ouais, Bitcoin. parce que On reparlera des cycles, hein, mais au moment du podcast, c'est aux alentours des 70 000 $, si je dis pas de bêtises. Et clairement, entre Bitcoin et Ether, j'ai eu des belles perfs. Par contre, putain, je me suis ramassé, mais sur un paquet d'altcoins, pensant, euh, pensant, comment dire, que c'était des projets à potentiel, ou alors, s'il l'était, j'ai pas du tout timé le marché. Et quand je vois la gueule de mon portefeuille sur ces altcoins, ça tire un peu la gueule. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai mis en pause les cryptos hein, depuis maintenant 2 ans pour me concentrer sur autre chose. Mais là, ce que je te disais en off, hein, j'ai envie de reprendre gentiment. Mais par contre, je me concentrerai uniquement sur Bitcoin, voire Ether. Mais Bitcoin en numéro un, je pense. Et toutes les altes sur lesquelles je pensais faire de la spéculation des coûts. Hein, j'espère que mon portefeuille remonte légèrement, ou du moins à l'équilibre ou éponger les pertes. On verra en fonction. Et puis derrière, je liquide tout et je remets tout sur Bitcoin. pour faire gagner du temps à n'importe qui voudrait aller sur une autre crypto que Bitcoin,
C'est très simple quand vous allez regarder sa courbe de prix en vous disant bah, elle a performé, etc., elle a pris de la valeur. Vous regardez la courbe de prix aussi bien en euros, mais il faut aussi regarder la courbe de prix face à Bitcoin. Le cas typique avec Ethereum où tu te dis bah tiens, Ethereum il a pris de la valeur en euros, il monte, mais tu Hmm, regardes sa courbe par rapport à Bitcoin, bah comme Bitcoin il monte aussi plus, hmm. bah au final par rapport à Bitcoin il perd en valeur. Enfin, moi, dans mon cas, c'est le fait de vouloir accumuler le plus de Bitcoin car c'est l'étalon que j'utilise comme moyen de paiement et sur lequel j'ai une vraie confiance à 15, 20, 30 ans sur vraiment le long terme. Et bah, sur le long terme, je préfère ne pas jouer à essayer de vouloir timer le marché en achetant en haut ou en bas pour etc. Parce que sur le long terme, face à Bitcoin, tous les autres Ouais. cryptos Vont perdent pas performer de- autant, ouais. Ok. Juste histoire de remettre un petit peu de contexte et d'amener de la crédibilité à notre débat, faut savoir que tu as été analyste crypto chez un des leaders français qui n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, tu as bossé pendant près de 2 ans, 1 an et demi, Ouais, 2 ans, c'est ça, 1 an et demi, euh, 2 ans. à comment dire, en tant qu'analyste. Donc, c'était quoi ton taf d'ailleurs, si tu pouvais le décrire à l'époque? Bah ouais, on était les deux premiers analystes recrutés par cette boîte, On peut citer la boîte, hein, c'est ok. ouais, par Summit. Du coup, ouais, j'ai bossé chez Summit suite à une conférence immobilier où j'avais recroisé Matt et il m'a dit, bah, du coup, tu continues le Bitcoin, etc. Je lui ai expliqué mon parcours, etc. de la DeFi. Il m'a dit, ah, bah, je suis en train de monter un fonds d'investissement, j'ai besoin d'analystes. Et du coup, il m'avait recruté à ce moment-là. L'équipe a grossi à 12-15 analystes à peu près, et avec des experts, que je mets entre guillemets. Et notre taf, on nous donnait chaque analyste avait un projet crypto à analyser, donc par exemple Atom, Ethereum ou peu importe. Et du coup, on avait une grille de critères à remplir. On faisait des documents en moyenne 60 à 80 pages. On Ok. allait regarder vraiment bah, le projet à quoi il servait, on regardait le protocole, on regardait le code, on regardait les annonces qu'ils faisaient, on contactait les équipes, on allait sur les réseaux sociaux voir s'il y avait une certaine dynamique, de la hype. On les mettait par rapport, on regardait le prix du token aussi par rapport aux autres cryptos. Et puis après, une fois que le rapport a été fait, on avait une réunion une fois par semaine avec bah, les projets qui étaient présentés, les analystes qui étaient présents, plus les experts, où on présentait du coup le projet, les experts posaient les questions, on regardait par rapport à la hype du marché, etc. Et après, le fonds d'investissement investissait ou non comme il voulait. Ok. Euh, c'est quoi les projets que tu as vus, on va dire, émerger à travers les analyses, là, ou que ce soit toi ou tes anciens collègues, qui ont vraiment éclaté, vraiment bullé à fond? Est-ce que tu te souviens de certaines cryptos? Bah, pas vraiment, parce que on m'a recruté en plein bull run. Ok, Donc c'était la fin du bull run et tout était en train de se casser la gueule, donc on n'a pas vu d'émergence dans toutes ces analyses-là. ok. Et Et ça m'a réconforté dans mon idée il y a Bitcoin et il y a les autres. il y a les autres. Ok. Ouais, il y a l'alpha et puis et les autres. Et si de cette expérience-là, tu devais, allez, on va essayer d'être assez concis, mais retirer peut-être deux, trois fondamentaux de crypto-actifs qui font que c'est des bonnes cryptos quand même. Alors, il y a une histoire de marché toujours, mais c'était quoi les feux verts pour toi sur ces Bah, cryptos? moi, je regarderai d'abord déjà la proposition de valeur, qu'est-ce qu'elle essaye de résoudre. 98%, ça va être des trucs où t'as pas besoin de blockchain pour ça. Hmm, Fonctionne déjà très bien dans un système centralisé, donc ça sert à rien de le reproduire dans un système décentralisé. Euh, Si c'est par rapport à la monnaie, bah pourquoi essayer de refaire la roue alors que tu as Bitcoin? ok. Et après, bah, du coup, ça élimine 99,9. Je suis désolé, mais du coup, si tu as mes 2 années dessus et le marché, etc.,
Enfin, moi, je vois plus aucune valeur sur aucune autre crypto que Bitcoin, parce que Bitcoin est là aussi pour séparer l'état de enfin, la monnaie à l'état, tu vois. Oui, oui, je comprends. Donc, il n'y a pas d'autres cryptos qui viennent répondre à ça et du coup, bah, les prétextes de blockchain et de décentralisation pour un X ou Y projet, tu n'en as pas réellement besoin. Tu peux faire ça sur une base de données centralisée, ça fonctionnera bien mieux. Ok. Et clairement, toute la hype qu'il y a eu autour des altcoins, c'était ni plus ni moins que, selon toi, que, on va dire, de la spéculation, offre et demande, projet à la mode. Euh, Ouais. ok, pas trop forcément on va dire, de Mais, fondamentaux. bah, aujourd'hui, tu peux regarder qui utilise les NFT, qui utilise les mondes virtuels, le VR, Oui, oui, qui utilise les blockchains pour faire des tickets de concerts. oui, 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 bah oui, personne. Voilà. Donc, ok. Et ça marche. Selon toi, alors j'essaye de reprendre un peu la liste des questions et il y en a un paquet et ça risque d'être un peu décousu, mais le, le plus gros fantasme autour de Bitcoin, de ce que tu peux percevoir, c'est quoi? Ou alors, ouais, c'est quoi le fantasme autour de Bitcoin? Get rich quick, devenir Ouais, riche rapidement. ouais, Et c'est un fantasme parce que tu deviens pas riche rapidement. ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, alors ça C'est t'apprend l'humilité, la patience. Et ouais, et ça t'apprend à réapprendre quoi, sur certains domaines, l'économie. t'as une vraie. Alors, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais sur le papier, devrait pas y avoir de lien. Enfin, quoi que je te dis ça, mais en fait, si. Le parallèle entre l'économie mondiale, je te prends en ce moment la guerre dans le Golfe. C'est quoi l'impact que ça peut représenter vis-à-vis de Bitcoin? Tu vois, quand le climat politique est incertain, sur le papier, c'est censé renforcer Bitcoin. En se disant, c'est un actif qui est vraiment décorrélé du monde réel, on va Bah, dire. oui et non, parce que actuellement, le Bitcoin est encore un marché tout petit. Donc du coup, forcément, et puis c'est un marché dit à risque. Donc dès que en géopolitique, ça se passe pas très bien, forcément, les gens ils vont retirer leurs économies, leurs investissements dans les marchés à risque. Donc dans Bitcoin, ils vont retirer rapidement, ce qui va faire souvent les grandes fluctuations, la grande volatilité. Hmm. Mais en même temps, tu as d'autres personnes qui se disent, bah, c'est le seul actif où je vais pouvoir me protéger. Dans le sens où je veux pouvoir passer la frontière, bah, l'immobilier, il va être un peu illiquide sur le moment même. Entièrement. L'or, ça va être compliqué de traverser avec, C'est lourd. c'est lourd et puis c'est voyant Oui, c'est au niveau vrai. de la frontière. Tu peux acheter des voitures, mais voilà, après, Oui, tu peux oui, te les faire refourguer. c'est un actif Tu, finalement qui est pas palpable. Enfin, je veux dire, demain, personne sait que Tartampion, il a du Bitcoin, c'est pas noté. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un coffre-fort c'est chez toi ça. de 3 mètres cubes pour stocker son Bitcoin. Et Euh, même l'argent, si tu veux mettre de l'argent dans ton compte bancaire, bah ton compte bancaire il peut se faire geler, il peut se faire bloquer, censurer. Donc c'est un peu con, tu vois. Genre tu veux envoyer 10 millions à l'autre bout du monde, on va te demander 36 000 paplards, ça va prendre 6 mois et ils vont te prendre des frais. des gros frais. Alors qu'en Bitcoin, t'as pas besoin de demander à personne, tu peux l'envoyer en l'espace de 10 minutes et ça t'a coûté peanuts. Oui, ça c'est vrai que le côté la rapidité, enfin le si peu que j'ai fait de transfert dans ma vie, la rapidité c'était ouf, les frais bah, c'est moindre. Donc c'est vrai que par rapport à ça, tu peux clairement disposer de ton argent. J'ai envie de dire, t'es souverain quoi. T'as pas. Exactement, ça te Et, redonne la souveraineté absolue. et c'est vrai que moi c'est quelque chose, bah tu vois, euh, ce côté liberté il est primordial pour moi, hein. J'ai démarré l'immobilier pour cette grosse valeur-là. Ça et le pognon. Non, je rigole. Ah, mais le pognon te rend libre. Exactement, mais l'argent achète le temps. C'est un outil, c'est pas le moyen, c'est Ah, un c'est outil. beau ce que je viens de dire, l'argent achète le temps, mais c'est vrai en plus. Quand t'as de l'argent, t'as moins de. Et le Bitcoin, c'est le temps. Un Vas-y, bloc développe. toutes les,
C'est un bloc toutes les 10 minutes et c'est extrêmement précis, comme limite comme une horloge suisse. Et du coup, tu peux vraiment timer le temps par rapport à Bitcoin. Tu peux savoir exactement combien de Bitcoin il y aura en circulation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Tout est vraiment timé parce que, tu vois, quand on parlait de la rapidité des transactions, il y a des personnes qui vont venir dire, ouais, mais Bitcoin, c'est pas rapide, ça prend 10 minutes pour faire une transaction sur X blockchain, je l'ai en 2 secondes. Déjà, c'est pas un bug, c'est fait exprès dans le code que ça mette 10 minutes. C'était pour que, quelle que soit l'époque, tous les réseaux, tous les nœuds puissent synchroniser en même temps. Alors, Ouais. on va développer juste rapidement cette histoire de nœud qui ne doit parler à personne, sauf à des personnes qui ont déjà un peu poncé le sujet. Euh, Blockchain, nœud, on refait un petit topo rapide. Ok. Alors, il y a les nœuds et les mineurs. Il y a deux types de nœuds. Un nœud, un nœud Bitcoin, c'est un petit ordinateur qui contient toute la blockchain Bitcoin. Ok. Et qui, du coup, les mineurs, eux, ils sont pas obligés de contenir toute la blockchain Bitcoin, mais ils font les transactions, ils créent les transactions, ils proposent la transaction aux nœuds, et les nœuds disent si oui ou non leurs transactions sont valides. Donc, quand moi si je te fais une transaction, Hmm. et ben la transaction va aller dans ce qu'on appelle une pool de transactions. Les, les mineurs, eux, ils vont prendre plusieurs transactions, vont les mettre ensemble, ils vont faire un certain calcul, ils vont essayer de résoudre un puzzle. Une fois qu'ils ont résolu le puzzle, ils disent, bah voilà, on a la solution, ils proposent au nœud. Le nœud vérifie s'il respecte bien toutes Les critères. tous les critères. Et ils disent, OK, bah ton bloc, il est valide. Donc, tu peux l'ajouter à la blockchain et comme ça que sont créés les blocs petit à petit. Ok. Et aujourd'hui, les nœuds, parce que c'est quand même très abstrait, euh, qui possède ou où est-ce qu'ils sont situés? C'est quoi le principe derrière? Bah, le principe, c'est d'être totalement souverain. Déjà de vérifier, de pas croire dans le trust verify. Parce que Bitcoin, sa révolution réelle, en fait, ça a été le fait d'éviter la double dépense. Comme je te Ok. disais, la rareté numérique, on peut plus copier-coller. Mais en fait, si tu veux qu'on puisse pas copier-coller une transaction, si tu veux être sûr que la transaction, on peut l'utiliser, enfin, elle est valable et que ton Bitcoin n'a pas déjà été utilisé dans une autre transaction, eh ben, il faut connaître toutes les transactions. Bah, si tout le monde connaît toutes les transactions de tout le monde, eh ben, du coup, il est extrêmement rapide, facile et rapide à vérifier la transaction. Donc, Ok. Donc en gros, c'est je propose. En fait, j'essaye de. Même moi, je me remets à jour là-dessus parce que ça fait un moment. Mais demain, je propose en fait, une proposition de transaction. Monsieur A veut envoyer à Monsieur B. Et au milieu de tout ça, au milieu de ce chemin, tu as des personnes tierces qui ont accès à toute l'historique des transactions. et ils vont vérifier que ton coin que tu veux envoyer, il n'a pas déjà été envoyé dans une autre Ok, transaction. ok, c'est ça. Ok, très clair. Bon, j'espère que c'est aussi clair pour moi que ça l'est pour tout le monde. Du coup, un Euh, nœud, c'est ta propre banque à toi, ok, et- qui est la banque de Bitcoin, et c'est ta banque à toi, et ça donne une espèce de souveraineté dans le sens où, par exemple, si tu as un portefeuille Bitcoin, tu peux connecter ton portefeuille à ton propre nœud. Comme ça, quand toi, tu fais une transaction, c'est ton nœud qui partage cette information aux autres nœuds du réseau. Ça évite que si tu utilises un portefeuille lambda qui sans connecter à ton nœud, bah au final c'est le nœud du portefeuille qui va savoir que telle adresse a fait telle transaction à telle autre adresse. et comment on fait pour avoir un nœud ou pour en monter un? C'est assez simple, t'as un vieux PC qui traîne avec 1 ou 2 téras de disque dur libre. Hmm. Tu télécharges un logiciel et le logiciel de Bitcoin et tu le fais tourner. Il va télécharger d'abord toute la blockchain. Et après, il va se connecter directement sur Internet et Ok. Et partager. tu peux faire finalement tes propres vérifications à l'envoi, c'est un peu ça. C'est ça. Ok. Ok, ok. Euh, c'est quand même, c'est à la fois simple à comprendre et c'est tellement abstrait, même pour moi, Ouais. alors que je suis Ah.
Après, Bitcoin, comme je le dis souvent, c'est simple et compliqué à la fois, dans le sens où très facile d'utilisation, mais comprendre comment ça fonctionne, ça peut être très compliqué. Mais c'est un peu comme Internet ou comme plein de choses. C'est compliqué à comprendre comment fonctionnent les serveurs entre eux pour transmettre des messages, etc. Mais au final, aller sur Google et taper une recherche et cliquer sur le premier site, c'est extrêmement simple. Bah, Bitcoin, Hmm. c'est pareil. Comprendre comment fonctionne le moteur des nœuds, des mineurs, etc. Comment fonctionne le réseau au total, comment fonctionnent les wallets entre eux, les adresses, la cryptographie qui est derrière, ça a l'air compliqué. Mais télécharger une application, écrire 12 ou 24 mots, les enregistrer, puis après, scanner un QR code et enfin, cliquer sur envoyer ou recevoir et scanner des QR codes, c'est extrêmement simple en mettant le montant que tu veux envoyer. Oui, c'est Mais tout le monde n'est pas obligé de comprendre exactement comment fonctionne Bitcoin. C'est si tu as ta curiosité, tu veux et, essayer de et je comprendre. pense d'ailleurs que quelqu'un qui démarre ses investissements en Bitcoin, Euh, je suis pas sûr que ça vaille le coup de se prendre la tête. Moi, j'aime bien aller au fond des choses et j'aime bien comprendre. Mais j'avoue que même moi, qui suis plutôt averti, on va dire, sur le sujet de l'investissement d'une manière générale, même pour moi, je me dis, putain, c'est quand même un sacré sac de nœuds, en l'occurrence, sans faire de jeu de mots. C'est quand même, tu vois, c'est une machinerie, une ingénierie qui est absolument incroyable. Donc, bon, des fois, il faut juste débrancher le cerveau et de se dire, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, est-ce que j'y vais pas, quoi. Ok, on va parler un petit peu des... Justement, on l'a effleuré tout à l'heure, le côté cycle de marché, psychologie des foules, parce que c'est ce qui aujourd'hui peut provoquer tant d'euphorie ou bien tant de drama, j'ai envie de dire. Euh, Comment t'expliquerais justement ce côté psychologie, les cycles de Bitcoin c'est quoi ton... comment tu nous décrirais ça? Bah, déjà, il y a un truc qui s'appelle le halving dans Bitcoin, qui arrive tous les 210 000 blocs, donc à peu près tous les 4 ans. Donc le halving, c'est quand la récompense du Bitcoin est divisée par deux. Donc Ouais. chaque bloc, à chaque bloc, qui est toutes les 10 minutes, il y a tant de Bitcoins qui sont émis. C'est la création monétaire de Bitcoin. Comment sont créés ces Bitcoins-là? Bah, ils sont créés à ce moment-là par les nouveaux blocs. Et du coup, tous les 4 ans, cette récompense est divisée par deux. Donc ça Ça donne raréfie de plus en plus ça Bitcoin. raréfie de plus en plus et il y a du coup une pression vendeuse ou acheteuse qui est avant ou après Hmm. en fonction et puis il y a l'offre et la demande aussi de l'offre en circulation, combien il y en a dans les plateformes, etc. Donc puis la hype de tiens les nouvelles il y a les NFT qui sortent donc du coup il y a un rengain de nouveaux investisseurs qui rentrent sur le marché, etc. Mais j'essaie encore de comprendre le marché, mais je le comprends toujours pas, hein. Maintenant, je laisse aller vers le haut, vers le bas. Je vois à peu près où est-ce qu'on en est à chaque fois. Je vois que le marché est encore cyclique car il est encore petit. Ouais, Il y a encore certaines manipulations par du Bitcoin papier suite à des ETF, etc. ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, le marché est encore très petit et du coup extrêmement volatile. Quand on dit très petit, est-ce qu'on a le nombre de possédants de Bitcoin dans le monde? Non, tu peux pas vraiment savoir combien de personnes possèdent de Bitcoin parce qu'une personne peut posséder plusieurs adresses dans laquelle il va y avoir. Alors il y a combien d'adresses connues si on raisonne en adresses? On le sait ça ou pas? Ça doit pouvoir se savoir. Ok. Mais enfin, je veux dire, il faudrait que je fasse la recherche en parallèle. Le pourcentage de la population française, par exemple, qui possède Bitcoin, tu vois, ou du moins de la crypto, c'est pas non plus. Je sais que ça se démocratise chez les jeunes, mais je veux dire, la génération au-dessus de moi. Ouais, il y a eu plusieurs études, je crois, et il y a eu des études à 10%, 20%. Ça dépend en fonction de qui fait l'étude, en fonction de qu'est-ce que tu considères comme posséder des bitcoins. Est-ce que c'est sur une plateforme ou est-ce que c'est à toi à titre individuel? Parce qu'encore une fois, il y a une différence entre si c'est sur une plateforme, bah, techniquement, tu ne possèdes pas réellement ces bitcoins-là. Alors, je vais parler d'investisseurs, alors, sans parler de.
Attends, on reviendra sur le côté plateforme juste après. Mais tu vois, là, si je suis sur le premier article sur lequel je tombe, 10% des Français, soit 5,5 millions, ont déclaré posséder des crypto-monnaies en 2024, contre 12% en 2023. Ok. Donc 5,5 millions de personnes. Et c'est sur la tranche en effet, des jeunes où les chiffres sont plus importants. Ouais, ouais, c'est pas étonnant. De toute façon, vu que technologiquement c'est quelque chose d'avancé, faut aussi avoir, tu vois, le côté curiosité, etc. Est-ce que tu l'as passé un certain âge? Je pense que en proportion, t'as moins de personnes. Mais C'est aussi une question de génération parce que aujourd'hui, les enfants naissent avec un téléphone à la main et ils sont très vite sur Internet et du coup, ça leur paraît plus logique aussi d'avoir une monnaie numérique. oui, oui, les modes de vie changent, etc. Donc, Je euh, dis souvent, l'adoption se fera le temps de 1 à 2 générations. Le temps que les gens qui ont grandi avec Bitcoin aux alentours et etc. arrivent à des systèmes de pouvoir pour mettre en place cette adoption-là et alors que ça justement, devienne plus naturel pour tout le monde. on parlait, tu l'as évoqué là, je voulais poser la question plus tard, mais on va l'aborder maintenant. Le fait pour toi, c'est primordial de posséder ces bitcoins, on va dire, en direct, donc à savoir à travers un cold wallet, donc un portefeuille qui n'est pas relié à Internet, on va dire. Est-ce que tu peux approfondir ça? Ouais, parce que souvent, quand je discute avec les gens, on me dit ouais, j'ai du Bitcoin sur Binance ou Kraken, Kraken, Coinbase, peu Coinbase, importe. peu Ouais. importe, ou Trade Republic. Et je leur dis, bah ouais, mais t'as pas de Bitcoin, quoi. C'est comme quand tu déposes l'argent à la banque, t'as pas d'euros. C'est la banque, t'as une créance envers toi de tant d'euros. Bah là, c'est pareil avec les Bitcoins. C'est la plateforme qui détient les Bitcoins, mais c'est pas toi. Ils ont une créance envers toi sur tant de Bitcoins. Sauf que demain, la plateforme, elle disparaît, le fondateur s'en va avec la caisse, ou elle se fait hacker, ou il y a une régulation qui fait qu'elle doit fermer ses portes pour la France ou X ou Y raison, bah, tu te retrouves qu'avec tes yeux pour pleurer et sans pouvoir rien faire, comme ça s'est déjà vu par le passé plusieurs J'allais le fois. dire là. Dans Le mec là, il y a Ubisoft, la 3 4 ans FTX, là. FTX. FTX, ouais. Bah, il y a eu plusieurs personnes qui y ont eu que leurs yeux pour pleurer, pour voir tous leurs fonds disparaître. Ouais. D'où l'importance en effet de posséder. Alors si on en revient sur ces fameux cold wallets, euh, est-ce que tu peux nous en citer? Bon, il y a forcément le plus connu, hein, licorne française, Éric Larchevêque, qui va être Ouais. cofondé. Que je recommande pas spécialement, mais Ok, intéressant, vas-y, développe. Bah, parce qu'ils ont eu déjà diverses fuites de données par leurs prestataires, etc. Donc pour des personnes qui font dans la sécurité, je trouve ça pas ouf. Ouais. Surtout que pendant un long moment, ils nous ont parlé que la seed, donc la seed, c'est la phrase des 12 ou 24 mots qui est générée par le wallet et qui te donne accès à tes bitcoins, comme quoi elle sortirait jamais du device. Puis après, il y a 2 ans ou un truc comme ça, ils ont sorti un truc qui s'appelait Recover ou je sais pas quoi, qu'ils pouvaient diviser l'acide en 3 parties et la faire sortir d'un point de vue cryptographique du device. Donc du coup, tu dis, bah en fait, vous pouvez la sortir du device, même si c'est... Alors device, je fais la traduction, c'est un appareil, donc la petite ouais. clé Ledger en l'occurrence, hein. Je fais la Ouais, traduction. je fais beaucoup d'anglicisme, excusez-moi. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça, il y a un peu une perte de confiance envers ce matériel-là. Puis surtout, bah, ils sont français et puis l'État est fort en France. S'ils leur demandent des adresses, des trucs comme ça, bah, ça peut être assez facile pour Ledger, je pense, de retrouver certaines données sur certains utilisateurs. Surtout Ok. que la plupart du temps, bah, voilà, tu t'achètes une clé Ledger, tu vas la connecter, tu vas télécharger le Ledger Live et forcément, bah, il va se connecter sur le nœud Bitcoin de Ledger si toi, t'as pas configuré ton propre nœud à toi. Donc du coup, ils peuvent savoir que ton adresse IP qui donne à ton nœud, enfin qui donne à ton logiciel qui se connecte à ce nœud-là, bah, ils peuvent voir l'adresse avec tant de Bitcoin dedans. Donc ils peuvent, au final, tu peux faire
engineering Oui, pour retrouver un peu les qui possède quoi. c'est ça. Ok. Alors toi, du coup, tes solutions là-dessus, ce serait quoi? Il y a différents hardware wallets. Après, t'es pas obligé d'utiliser un hardware wallet. Tu peux très bien utiliser une application de téléphone, acheter un vieux téléphone, retirer tout ce qu'il y a dedans, le couper d'Internet et télécharger un portefeuille Bitcoin, une application et générer tes mots. Sinon, après, tu as des solutions comme, tu vois, là, j'ai un Foundation, un Passport qui ressemble à un Nokia 3310. Hmm. Tu as des cartes, pareil, des Seedkeeper. Moi, en plus, j'ai plusieurs wallets, donc plusieurs utilisations. Je fais plusieurs tests, mais j'ai un truc, c'est un Seed Signer. C'est un Raspberry Pi avec un appareil photo dedans et c'est plus un signer où dès que je le débranche, la mémoire s'en va. Donc, je suis à chaque fois obligé de re-rentrer mes 12 ou 24 mots pour accéder à mes bitcoins. Mais, Que demain, alors si je reprends la logique des mots qui sont générés avec la ou fournis avec la clé, je sais plus comment c'est, si c'est généré ou fourni au démarrage. c'est généré au démarrage Ok, donc ça veut dire aléatoirement. donc la ledger, on va dire que c'est un support, on va dire ça, mais finalement avec les mots, on peut à travers un autre support, donc un vieux téléphone, un machin sur lequel on met une application qui est pas liée à Internet, on peut régénérer sa crypto sur un autre support. En fait, c'est un Ouais. peu ça. C'est ça. En fait, vraiment, le plus important, c'est vraiment la seed, les 12 ou 24 mots. Déjà, la façon dont elle est générée, le mieux, c'est dans un device qui n'est pas connecté à Internet, Ouais, bah ça du à coup, ouais. l'abri des regards, de caméras ou autre, ne pas la prendre en photo, ne pas l'écrire sur un support numérique. Déjà, rien que ça, c'est un bon début. Et en faire des copies dans des supports différents, dans des supports métalliques, tu vois, une Ça, petite tu m'en plaque avais parlé, ça, justement, il y a quelques plaque en années de ça. métal ou dans des rondelles que tu frappes avec des lettres et que tu disperses à droite à gauche pour si jamais tu as un accident chez toi, ta maison brûle ou autre. Si tu as écrit sur un bout de papier, bah, le papier ça brûle vite. Si tu l'as écrit dans des plaques en métal, tu as plus de chances que ça reste. Et après, si t'as un autre backup dans une autre ville, une autre Oui, en maison, fait, l'idée, etc. c'est même, j'ai envie de te dire, tu dispatches tes, allez, on va dire tes 12 mots, tu fais 4 mots chez ta frangine, 4 mots Ouais. chez ton frangin, et puis... Moi, j'éviterais de séparer l'acide en plusieurs. ok, vas-y, ok, ouais. Mais plus, tu mets 12 mots chez toi, 12 mots chez ta frangine ou ta sœur, 12 mots chez ton grand-père ou ta grand-mère, 12 mots à la banque dans un coffre aussi, tu vois, chez le Ouais. notaire dans un coffre, mais juste les avoir à plusieurs endroits. Et après, tu peux avoir aussi un petit tips que les gens savent pas, mais tu peux faire un 13e ou 25e mot Ok. qui va te créer un tout nouveau wallet. Donc, tu peux avoir, tu génères un premier wallet de 12 ou 24 mots. Et après, toi, tu rajoutes ton grain de sel avec un, Un chi- bonus, quoi. un gros mot de passe bien sécurisé de 40 caractères minimum, comme tu veux, de chiffres et de lettres, trucs, tout ça en plus, et ça va te faire un autre wallet différent. Et du coup, bah, tu peux laisser un premier wallet qu'on appelle decoy wallet qui sert, par exemple, en cas d'attaque chez toi, bah, tu dis, bah voilà, dans mon premier wallet où tu as tes 12 ou 24 mots, bah, pof, il n'y a que ça qui apparaît. Puis après, dans le deuxième, toi, tu sais, l'attaquant ne saura peut-être pas, tu peux faire un délit de plausibilité que, bah non, j'ai pas ça. Et toi, tu as un 13e ou 25e mot qui te permet d'accéder à ton vrai wallet avec tous tes... Ouais, en gros, tu as la face immergée de l'iceberg, enfin, la face visible de l'iceberg et la face immergée, quoi. Et sachant que ce 13e ou 25e mot, tu peux en faire plusieurs. Par exemple, tu peux faire, pour une famille comme toi, tu vois, tu as les 12 ou 24 mots qui est la cible principale de la famille, et chaque membre de la famille a son propre 13e, 25e mot. T'as quand même Comme poncé ça. le sujet dans tous les sens. Ouais, il faut. Ok, voilà, c'est bon. Puis tu peux faire aussi du multisig, avoir plusieurs seeds, générer trois seeds avec trois wallets différentes ou cinq.
Et comme quoi il te faudrait 2 sites sur 3 ou 3 sur 5 pour faire une transaction. Et c'est une solution qui est vachement pratiquée dans les entreprises pour éviter qu'une seule personne ait le pouvoir. Ok. Ok, ouais, bon, j'en suis pas à ce niveau-là. Mais c'est intéressant parce que tu te dis demain, en effet, une stratégie est full Bitcoin. En effet, faut se prémunir, quoi. Mm. Se prémunir, faut se protéger. Tu me parlais justement là sur l'aspect protection d'une histoire de ouf là, sur justement les attaques, on va dire, de certaines, je vais pas dire forcément personnalités, mais il y en a eu quelques-unes, ou du moins gros possesseurs, ouais, de Bitcoin qui sont ciblés du coup enlevés. Tu vois, il y a eu des différents faits divers hein, quand même. La France va mal quand tu vois ça quand même. La France va mal et en plus elle est leader dans ces faits divers-là. C'est-à-dire que en 2025, il y a eu à peu près 25 tentatives de kidnapping ou d'agression vis-à-vis de personnes détenant des cryptos ou du Bitcoin. Et là, en l'espace de 3 mois, on est le troisième mois, on est déjà presque à une trentaine de tentatives ou d'agressions vis-à-vis des possesseurs de Bitcoin ou de crypto. Donc, on représente là pour 2026 70% des attaques à travers le monde. Ok. Donc, ouais, la France va extrêmement mal. Bah, c'est suite à toutes les fuites de données qu'il y a pu avoir, notamment. On a parlé tout à l'heure de Ledger, mais il y a également une autre grosse, je sais pas si ça a été mise comme licorne, mais grosse plateforme française de comptabilité sur la crypto qui s'appelait Waltio, qui permettait aux gens d'envoyer leurs adresses et eux avec les API ils calculaient ta comptabilité, etc. En fonction de toutes tes transactions entre Le côté fiscal. ouais, sur le côté Oh, fiscal, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Un Je suis logiciel de- de fiscalité. ouais. Et bah, eux, ils ont subi aussi des hacks de données ils ont dit qu'ils avaient pas eu des hacks de données pendant 8 à 9 mois. Et au final, c'est avéré que, bah, ils ont bien eu des hacks de données et ces hacks de données ont donné suite à des attaques, à droite, à Ciblé. gauche en France. Ok. Donc, Donc, si vous avez utilisé Waltio ou déménagé, barrez-vous ce que j'allais dire. et il n'y a pas que ça, il y a aussi par exemple des faits divers comme des agents du fisc qui ont dénoncé le patrimoine de certains concitoyens contre rémunération et qui a donné suite aussi à des attaques et agressions envers les personnes détenant des cryptos. Ok, c'est rassurant tout ça. Ouais. Ça Il donne faut, envie. on paye le fisc pour que le fisc nous dénonce. Non, enfin, on va Ouais. pas se faire strike ta chaîne. On va y aller léger. Ok, c'est quoi du coup si je reprends sur le côté État, aujourd'hui il y a quoi comme pays dans le monde qui a une vraie politique liée à Bitcoin, que ce soit en... Alors j'en ai un qui me vient en tête et on pourra en reparler, c'est le Salvador. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres, des pays qui font un peu du all-in sur leur économie là-dessus? Bah, pas forcément sur Bitcoin spécifique, mais qui ont une fiscalité quand même assez attrayante qui permettrait des personnes euh, dans Bitcoin et autres de s'intéresser à leur pays, comme je pense au Costa Rica, je pense au Paraguay, des pays comme ça qui ont une fiscalité assez alléchante pour s'y retrouver. C'est quoi une fiscalité alléchante là-bas sur Bitcoin? Ça va du 10%, du 20%, voire rien du tout, en fonction Hmm. de... D'ailleurs, j'ai pas en tête Dubaï, ce que Dubaï va proposer Il y vis-à-vis a de. des opportunités à faire en ce moment sur Dubaï. Il y a des apports pas chers. Mais oui, 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 bah après, c'est sûr qu'on est en France et qu'aujourd'hui, la fiscalité est importante hein, vis-à-vis des actifs, quels qu'ils soient.
Ah ouais, on est à plus de 60% de fiscalité, c'est pire que l'URSS, c'est pire que la Chine soviétique, c'est pire que, que le Venezuela. On est vraiment au top du top de ce qu'on pouvait faire dans l'URSS. En termes de, Dans ouais, le communisme. de communisme, ouais, alors oui, après, enfin, le problème, si, ça reste un problème quand tu te fais pomper. Après, c'est toujours le débat, c'est être pompé, oui, mais à quoi ça sert derrière? Est-ce que c'est réellement bien utilisé? Et moi, c'est des débats que j'ai, mais je vais pas te dire tous les jours, mais c'est une vraie réflexion, tu vois. Je me dis, putain, mais quand je vois ce que je lâche, quand je vois que les services publics classiques, hein, et alors on dévie un peu le podcast et on fera un léger aparté, mais que ce soit l'éducation, la santé. Alors oui, aujourd'hui, on peut apprendre gratuitement, on peut se faire soigner gratuitement, mais quand même, quand on compare euh, nous, notre génération, à celle de nos parents ou celle de nos grands-parents, en fait, c'est le jour et la nuit. Je prends un exemple très concret. Sur ces dernières semaines, j'ai dû appeler, enfin, on va dire ces derniers mois, j'ai appelé, allez, 4 ou 5 fois les SOS médecins, les urgences vis-à-vis des enfants. Bah, qu'en fait, quand t'attends 1 heure au téléphone avant que de finalement n'avoir personne et qu'en fait tu flippes, toi, en tant que parent, t'as peur parce qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ou alors quand tu te pointes aux urgences et que tu as 5 heures d'attente devant toi avant d'être pris en charge. En fait, moi, ça c'est un vrai sujet, tu vois. Qu'on paye de l'impôt, bon, il est toujours trop élevé, ça c'est forcément, hein, mais qui servent à quelque chose, ou du moins que les moyens mis en face soient performants, en fait, ça c'est frustrant. Et encore plus quand on devient parent. Ouais. Et ce n'est que la santé que l'éducation, hein. Mais tu vois, pour avoir pas mal de monde de mon entourage qui est dans le milieu hospitalier aussi, plus ça va, moins ça va. Enfin, en fait, c'est une catastrophe. On te prend de plus en plus et les services publics sont de moins en moins performants. Donc, en fait, ça va où au milieu? C'est obscur, tu vois. Donc, euh, donc ouais, bon. On prend pas assez apparemment, donc Non, non, il y apparemment a faut toujours taxer un moyen peu d'aller plus. chercher un peu plus, d'aller Et pomper. comme on peut voir, genre, plus tu taxes et au final, moins ça fonctionne. Moi, Exact. j'ai regardé la dernière truc là avec la taxe des colis. Et au final, ils ont taxé les petits colis. Bah, au final, ils ont perdu un certain marché parce que du coup, il y a plus de colis qui est transité par les aéroports et du coup, il y a même des gens qui se sont retrouvés au chômage. Donc, même l'idée de la taxe pour essayer de faire un certain gain, bah, c'est plus de la perte qu'autre chose. Bah, en fait, il y a un moment, ça n'est plus un cercle vertueux, en fait. Mm. C'est qu'il y a un juste milieu à tout, mais à vouloir, je vais avoir tendance à dire étouffer les gens. C'est un peu ça, hein, au final. On est assommé de taxes à droite à gauche qui devraient faire en sorte que que le pays fonctionne mieux, hein. C'est si d'un côté, quand tu prélèves plus, t'es censé t'élever, quoi. Et là, c'est l'inverse. La France creuse sa dette de plus en plus, de moins en moins de pays. Et je lisais ça l'autre jour. Les taux d'emprunt de la France auprès d'autres pays, je crois que ça a pris 0,1 point et ça s'est annoncé à 0,5% euh, sur les prochaines années et ça va représenter jusqu'à 10 milliards de frais en plus pour la France. Donc en fait, pourquoi? Parce que les autres pays ont plus confiance en la France et donc ces 10 milliards de creux, va falloir encore aller les chercher auprès de qui? Des concitoyens. Enfin des... Alors j'ai dit volontairement Des fonds. con-citoyens, tu vois. Et ouais, c'est compliqué. Donc Bitcoin en ça peut Bitcoin permettre. redonne le consentement à l'impôt. Redonne un certain pouvoir du consentement à l'impôt. Il te laisse choisir si oui ou non tu consens à l'impôt. Tu vois, si demain tu vas dans un état où certes l'impôt est à 10% ou 15%, mais tu vois que derrière, il y a des réelles choses qui sont faites, le service est donné, il y a une certaine sécurité, des hôpitaux sont construits, l'éducation des écoles sont renouvelé, bah là tu te dis bah ouais d'accord, bah ça me dérange pas de payer, tu vois. Et avec Bitcoin, bah ça te redonne ce choix de bah tu estimes que l'impôt est mauvais ou que l'argent n'est pas utilisé à bon escient, bah tu shortcuts ce choix-là via Bitcoin, tu dis bah non, je ne consens pas à cet impôt-là
Oui, mais encore faut-il vivre ailleurs. En fait, le sous-entendu, c'est Bitcoin te permet de traverser les frontières et d'aller t'installer dans un pays qui va mieux correspondre à ta vision. C'est un peu ça. Ou après, tu peux toujours le faire en France, mais c'est vrai que le fisc a un assez gros pouvoir, ou du moins on essaie de faire croire aux concitoyens qu'ils ont un assez gros pouvoir, qu'ils peuvent toujours te retrouver, etc. Je rappellerai que c'est à peu près 20 000 fonctionnaires pour 66 millions de Français. Ça. Donc voilà, hein. Et puis ils vont pas venir te chercher pour 3 francs 6 sous, donc à moins que t'aies fait des petits millions de côté, etc., tu resteras toujours, tu passeras sous les mailles du filet. Ceci n'est pas un conseil en déclaration Mm. fiscale. Article 1747 du Code général des impôts, je vous laisserai faire vos propres recherches. Chacun prend le risque qu'il souhaite prendre. Ok, donc maintenant, on peut justement facilement transiter vers le module numéro 4 de ce podcast, à savoir Bitcoin comme moyen de paiement. Ouais. Toi, tu me disais que tu utilisais Bitcoin dans la vie quotidienne. Alors, moi, je trouve ça ouf parce qu'en fait, je le vois pas autour de moi de se dire, bah en fait, je peux payer mes courses en Bitcoin, je peux payer des factures en Bitcoin. C'est quoi? Enfin, est-ce que tu as des exemples concrets? Ouais, bah déjà, si t'allais tous les premiers mardis du mois au bar Le Hangar, à partir de 19h, il y a le meet-up Rennais Bitcoin. Et là-bas, tu peux payer au bar en Bitcoin. Donc, ta bière, etc. Et tout ça. Bah, pour les courses, tu as quelques petits carrefours qui commencent à faire les paiements en Bitcoin, notamment en Normandie, où tu as quelques franchisés qui ont décidé d'accepter Bitcoin comme moyen de paiement dans leur Ok. carrefour. Ouais. Après, c'est payé en Bitcoin indirectement, mais tu peux utiliser des systèmes de cartes cadeaux, comme en utilisant par exemple Bitrefill, où tu peux acheter une carte cadeau de 20, 50, 100, 500 euros, 1000 euros, peu importe, sur des cartes cadeaux de Carrefour, de la Fnac, de Amazon, de Leroy Donc Merlin. tu payes en Bitcoin et t'as la conversion euro, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, bah, moi, j'ai une carte cadeau d'équivalence à, je paye 50 euros en Bitcoin et j'ai une carte cadeau d'équivalence à 50 euros avec un code barre ou avec un code à mettre Ok. sur Amazon, etc. Et j'arrive en magasin et je fais mes courses et arrivé, pouf, je scanne le truc et je ressors avec mes courses. Et pourquoi si peu de commerçants l'utilisent aujourd'hui? Parce que c'est dur à mettre en place? Ou parce que c'est encore... Parce qu'on leur a bien matraqué que Bitcoin c'est la monnaie des bandits, que Bitcoin c'est mauvais pour l'écologie, que Bitcoin c'est mauvais, donc que c'est volatile, que tu Oui. vois. Tu demandes à n'importe qui aujourd'hui, je pense, dans la rue, tu leur dis, tu penses quoi de Bitcoin? Ils vont te regarder en mode, ouais, c'est dangereux, on n'est pas sûr, c'est pas palpable, c'est pas, tu vois, c'est pour les criminels, alors que aujourd'hui, c'est plus l'euro et le dollar qui est plus utilisé par les criminels. Bitcoin aide dans l'écologie pour maintenir la distribution du réseau électrique au Texas, pour le parc je sais plus comment il s'appelle en Afrique, mais enfin pour maintenir certains réseaux électriques ou pour construire des trucs de développement durable, des éoliennes, etc., des parcs de panneaux solaires. Et, euh, et je sais plus où je voulais en venir, Non, que ça mais faut contribue. pas croire. Mais en même temps, ouais, voilà, c'était par rapport au mensonge qui est divulgué parce qu'en même temps, l'État n'a pas d'intérêt à te dire Bien comment sûr, ah bah ça on est d'accord. utiliser Bitcoin parce que ça va lui retirer tout pouvoir qu'il a sur, Bah ça enlève un contrôle. Donc, voilà, pour nous. ok. Donc Et voilà. pour toi, Bitcoin, il est fait pour... Alors ça c'est peut-être une question philosophique, hein, mais toi tu es dans les deux, j'imagine. Il est fait pour être dépensé ou être conservé? Bah, les deux. T'es pas obligé d'utiliser tous tes bitcoins, tu vois, genre, tu peux avoir une certaine épargne que tu vois sur le long terme parce que c'est ton meilleur moyen de thésauriser sur le long terme, ta valeur que tu as réussi à acquérir de tes propres mains. Mais en même temps, c'est une monnaie et une monnaie doit circuler. Donc, tu l'utilises
pour le quotidien, pour la vie de tous les jours. Je Et je suis en train de me projeter dans un futur, je sais pas, à 30 ou 50 ans, j'en sais rien, 10 où... millions, 15 millions, Hein? un bitcoin à 15 millions. Ouais, bah ça, écoute... Et ta baguette que tu as achetée à, Oui, c'est ça. à 1 euro, elle vaut 10 000. Ouais, ouais, pas de souci. Et- Non, mais tu vois, si demain, ça devient... Enfin, moi, aujourd'hui, je le vois vraiment comme une réserve de valeur, comme un actif, comme de l'or, hein, quelque chose de rare. Bah là, il y a le côté intraçable sur le papier, et puis voilà, quelque chose qui traverse le temps, on va dire, et qui est surtout rare. Donc, je le vois comme une réserve de valeur. J'aurais du mal à me dire, bah, tu vois, demain, il y a très peu de transactions. Enfin, je suis pas au courant en tout cas. Il y a très peu de transactions en or, tu vois. On n'échange pas, on va pas acheter une baguette de pain avec une pépite d'or ou j'en sais rien. Euh, si demain tout le monde se met à utiliser Bitcoin comme de la monnaie, alors oui, ça démocratise, mais d'un côté, je trouve que tu perds le côté un peu actif financier. Après, attends, je sais plus ce que je voulais dire sur cet aspect-là. C'était sur le côté. Ce sera plus un. Je dis pas qu'il y aura que Bitcoin comme monnaie. Ok? Tu vois, ce sera plus un étalon comme on a déjà eu avec l'étalon or. L'or a été un super étalon, mais on a quand même fait des billets adossés à l'étalon Oui. or. Oui. Avant que, en 1971, Nixon ils disent nique ce qu'on a dans les dans les On peut- banques. Et bah, je vois plus ça comme dans à raison de 30 40 ans, bah, Bitcoin deviendra un étalon monétaire où du coup toute la valeur de ce qui existe et ce qui existera sera divisé par 21 millions de Bitcoin. Ce sera basé sur la Sur- valeur de Bitcoin, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, il y aura quand même des petites monnaies locales, des monnaies de concurrence que des gens utiliseront. Parce que la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie, donc du coup, les gens dépenseront leur mauvaise monnaie pour accumuler de la bonne monnaie. Et on utilisera Bitcoin pour les grosses transactions, pour... Oui. Oui, oui, ok. Ben, je vais dire acheter un appart, quoi. Ouais. Ok. Donc, Euh, je dis pas qu'il y aura, genre, Bitcoin va détruire toutes les autres monnaies. Genre, il y aura toujours une certaine concurrence des monnaies. Il faut une concurrence des monnaies. Mais je pense plus qu'on partira sur un certain étalon Bitcoin où, du mhm. coup, Oui, hein, ce sera une référence, quoi. Enfin, un une référentiel, hein. référence. Et avec cette référence-là, du coup, comme tu sais que tu as cette valeur-là qui va pas se perdre dans le long terme, bah, tu pourras mieux planifier ta vie sur le long terme, chose qu'on ne fait plus depuis qu'on a l'argent fiat, là. Aujourd'hui, on consomme notre argent parce qu'on sait que si on ne le consomme pas, bah, il se dilue, Il va perdre en valeur. il va perdre en valeur. Alors que avec un étalon or, tu vois, on savait que l'or, il allait garder sa valeur, donc les gens l'utilisaient, mais pour de la bonne consommation et pouvaient thésauriser aussi derrière. Donc Mhm. on avait une certaine vision plus long terme, ce qui a construit des cathédrales et la civilisation qu'on connaît actuelle. Mhm. Ouais, c'est un sujet à la fois complexe, mais assez intéressant. Je l'avais jamais abordé sous cet angle-là. Bah, avec Bitcoin, tu réapprends aussi à apprendre ce que c'est la monnaie, d'où ça vient, comment ça a été fait. Enfin, moi, du coup, j'ai dû réapprendre bah, comment on transactait au début en s'échangeant par le troc. Mais au final, parce que une monnaie, c'est juste un moyen pour que deux personnes puissent échanger de services. Exactement. Oui, oui. Et, Un euh, et échange de valeur, hein, c'est ni plus un ni moins qu'un échange de échange de valeurs, valeur. exactement. Et sauf que bah, on a eu des perles, on a eu des pierres, on a eu du métal. L'Empire romain utilisait l'or, puis après ils ont commencé à rogner l'or sur leurs pièces, et c'est un peu ce qui a détruit l'Empire romain. Puis arrivé les Médicis avec ils ont commencé à faire des banques avec du coup de l'or en émettant des chèques, ce qu'il y avait pour que ça soit plus simple Transact. à transacter et à voyager. Puis après il y a eu le télégramme, etc. Donc du coup on a pu communiquer beaucoup plus rapidement. Donc les échanges se sont faits beaucoup plus rapidement. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a eu les billets de banque qui sont sortis, etc. Puis après, on a arrêté, suite aux guerres, etc., on a arrêté d'utiliser l'or comme étalon. On utilise-
Et puis là, on est sur la confiance qu'on base envers notre gouvernement pour garder certaine valeur de notre monnaie, sachant que l'une des missions principales de la Banque centrale européenne est de maintenir une inflation à 2%. Ça fait partie de ses prérogatives que notre monnaie soit dévaluée de 2% par an. Ça, je pense que, enfin, j'ose espérer que les auditeurs en ont conscience que 1 euro aujourd'hui ne vaudra pas 1 euro dans quelques temps. Qua- 80 98 centimes l'année prochaine, 96, ainsi de suite. Ouais. Donc il faut, mais d'où, enfin, partant, et moi, c'est quand j'ouvre mes conférences liées à l'immobilier, hein, je démarre mes conférences comme ça, en effet, l'effet de levier, en tout cas, à travers l'immobilier, permet de lutter contre l'inflation, et qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas travailler ton argent, bah, enfin, moi, ça me rend ouf de voir certaines personnes, des fois que je vais rencontrer, qui me disent, ah bah, j'ai tant sur mes comptes, d'accord, et t'en fais quoi? Bah ouais, je sais que le livret A, c'est pas grand-chose, c'est de la merde, et je dis, et t'en fais quoi? Bah, je sais pas. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est primordial de lutter face à ça et de trouver des moyens de faire fructifier son argent. Bah, d'ailleurs, c'est sans transition aucune, c'était pas voulu, mais on arrive là-dessus. Comment on fait travailler Bitcoin? Est-ce que, moi, je sais qu'à l'époque, je faisais du stacking. Alors, je suis pas sûr que c'était sur Bitcoin, ça devait être sur Ether, hein, de mémoire, Ouais, ou d'autres parce que cryptos. sur Bitcoin fonctionne par la preuve de travail et pas par la preuve de stacking, comme Ouais. c'est sur Ethereum. Donc, il n'y a pas de stacking sur Bitcoin. Si vous voyez une plateforme qui vous dit déposez vos Bitcoins, on va faire du stacking et vous aurez un rendement, fuyez, pauvre fou, fuyez. Donc en fait, demain on possède Bitcoin, on ne peut pas le faire travailler à un certain rendement comme d'autres cryptoactifs le T'as permettent. t'as pas besoin. Tu attends. Le temps va te faire travailler ton Bitcoin tout seul par l'appréciation de sa valeur au fur et à On est mesure du d'accord. temps. Après, tu peux le prêter pour un certain rendement et d'autres vont te payer en échange pour un certain rendement. Mais c'est à tes risques et périls. Oui, Après, donc, oui, oui, c'est comme tu peux demain, faire un prêt pour une lombard. opération de marchand, j'emprunte, je dis n'importe quoi, 50 000 euros à Tartampion sur 6 mois, je vais le rémunérer à tant de pourcents du fait qu'il m'a prêté son argent pour réaliser l'opération immobilière. On peut de la même façon Prêter tes prêter bitcoins. du Bitcoin. Alors, juridiquement, comment ça peut être encadré ça? Bah, tu peux faire des prêts lombards, par exemple, tu peux je sais qu'il y a des banques qui le font, où tu déposes un collatéral de Bitcoin, je sais pas, tu déposes un Bitcoin qui vaut 100 000, je dis ça alors que ça vaut 70 000, mais pour faire simple, mais tu poses un Bitcoin qui vaut 100 000 et tu empruntes 50 000, et du coup, tu utilises ces 50 000 après, et t'as prêté ton Bitcoin et tu payes les intérêts, etc. Ok. Et aujourd'hui, tu as des Et le banques Bitcoin, qui... c'est ça comme la collatéral. Ouais, t'as des Ok. banques qui font ça. Et si, si on reprend cet exemple-là, alors tu n'as peut-être pas la réponse, mais si demain Bitcoin il vaut 100, donc on le met en collatéral, donc en gage, hein, finalement, c'est un gage, hein, la banque se protège et nous prête la moitié de la valeur. C'est souvent les ratios. Si demain Bitcoin repasse sous la barre de ce que la banque a prêté, tu vois, ils nous ont prêté 50, Bitcoin il passe à 40, Bah, tu te fais liquider. tu te fais liquider. Alors ça veut dire la banque. Bah, garde ton Bitcoin en entier Ok. Donc, tu as quand même aussi, vis-à-vis de ça, un risque de retournement de Ah oui. marché où, je veux dire, enfin, je veux dire, le Bitcoin aujourd'hui, oui, ça fluctue. Demain, tu as une courbe, une mèche qui descend à 40. Si ta position, enfin, si t'es liquidé et que 20 jours après, alors je sais pas comment ça marcherait, ça remonte à une valeur correcte, t'es baisé. C'est ça. Moi, je fais un petit peu de trading avec levier, tu vois, genre x5, x10. Et je me fais régulièrement liquider parce que je suis pas trader, hein. Mais j'aime m'amuser, tu vois, j'aime cette sensation de tiens, j'ai déposé tant, j'ai mis un petit x10, j'ai longue parce que je pense qu'on est sur une période euphorique et au final, mauvaise news ou mauvais truc et le marché me rappelle que je suis pas fait pour ça. Que le trading, C'est c'est un métier et que même les exactement. professionnels n'arrivent pas à égaler le marché. Donc, ok. J'ai Euh, beaucoup de manipulation, donc ouais. euh, je vais pas faire le parallèle Bitcoin versus immobilier. C'est pas similaire. Pour moi,
Bitcoin, à mes yeux, hein, va rester un investissement, je vais dire exotique, en tout cas un actif financier à risque avec des fluctuations. Alors même si à vision long terme, je suis peut-être moins optimiste que toi, mais j'y crois. Enfin, dans tout ce qu'on a évoqué, voilà. Euh, Moi, l'IMO aujourd'hui restera juste, en fait, uniquement avec l'effet de levier, quelque chose de plus palpable, enfin, ou du moins plus traçable dans le temps, hein. Demain, j'achète un bien IMO à tant de pourcents en dessous du prix de marché, parce que je sais comment faire, etc. Je sais l'améliorer, je sais que je pourrais retirer tant à la sortie en X temps. C'est plus palpable pour moi, tangible. Mais néanmoins, toi, ta vision Bitcoin on parlait des échéances, là tu disais 30, 40, 50 ans, mais avant qu'on meure, j'ai envie de dire, si on se dit à 10, 15 ans, qu'est-ce que les grands pontes du domaine euh, prédisent? Madame Irma, sort ta boule. À raison de 10-15 ans, déjà, je pense le million il sera atteint, Ok. si ce n'est 10. Mais ouais, je pense déjà parce que c'est étape par étape. On a atteint 1 $, 10 $, 100 $, 1000 $, 10 000 $. Là, on a atteint 100 000 $ à ce bull run. Donc c'est une question de temps avant que les gens réalisent que Bitcoin est une des solutions pour. Parce que tu te dis quand même, en 2019, j'ai pas le. Il faudrait que je reprenne les cours de Bitcoin, Covid, mais Covid, c'était 3500 la chute Covid. Il est et descendu de juste 3500. avant Covid, c'était monté à quoi? 25, je pense, pas beaucoup plus? Ouais, dans les 20 000 $. 20, ouais, c'est ce que j'avais à peu près en tête. Donc tu te dis, en 5 ans, en 6 ans, 6 ans, ça a fait x4. Mm. Donc en fait, si, je sais pas s'il y a des maths pour les nuls à faire là-dessus, mais s'il dit en 6 ans ça fait x4, oui, c'est quand même assez, malgré que ce soit cyclique et que ces cycles peuvent faire des dégâts pour ceux qui sont psychologiquement pas armés à affronter ça, c'est censé quand même monter crescendo, j'ai envie de dire plus ou moins rapidement, quoi. Ouais, moi, je rappellerais juste, c'est une question de capacité boursière totale du marché. Tu vois, genre là, actuellement, on est vraiment très, très, très petit par rapport à l'or. Et si tu penses que demain, Bitcoin peut passer sur un standard, donc du coup, comme un étalon où tout le monde va adosser leur monnaie par rapport à Bitcoin, bah, ça peut prendre la capacité de l'or. Genre, moi, je dis vraiment, ouais, ouais, c'est l'infini divisé par 21 millions. Genre, Hmm. tout ce qui existe, existera, divisé par juste 21 millions de Bitcoin. À un moment donné, voilà, 2100, enfin, le dernier millionième Bitcoin, il sera créé en 2140. Là, on est à plus de 20 millions de Bitcoin émis. Il reste plus que 1 million à créer jusqu'à 2140. Ça fait encore moins de 120 ans pour créer 1 million de Bitcoin. On en a Hmm. déjà créé 20 millions. Ouais, mais Euh, si tu pars de ce constat-là, ça veut dire que l'essentiel de la valeur a déjà été produite. Non, parce que la valeur, elle est subjective déjà de chacun. Moi, je parle juste de l'essentiel de d'unité qu'il y a de Oui, Bitcoin a été produite. oui, Par contre, sa réelle valeur, là, elle viendra petit à petit. Elle se fait oui, tous les oui. jours. En gros, oui, le point de vue, c'est la raréfaction. Donc, se dire, putain, il m'en faut, ça fait monter les prix, quoi. En fait, ça va monter de par la raréfaction, mais surtout la psychologie des foules. C'est un peu ça. Aussi, et de son utilisation surtout. Ok. Parce que nous, on y voit un refuge de valeur, mais il y a des personnes qui y voient comme un moyen de paiement. Parce que nous, on est dans un système européen avec un système bancaire assez simple, où l'accès à la banque est assez facile. On peut tous quasiment ouvrir un compte bancaire et du coup pouvoir travailler, et obtenir un CDI, pouvoir se faire payer. Mais il y a beaucoup de parties de régions du monde qui n'ont pas forcément l'accès à ce système bancaire et qui du coup ne peuvent pas forcément travailler parce qu'ils peuvent pas avoir de compte bancaire donc pour recevoir l'argent. Et pour eux, bah, Bitcoin est une solution normale parce que en plus leur pays, leur monnaie, elle connaît déjà une hyperinflation, pas une inflation mais une hyperinflation.
Donc la volatilité, ils la connaissent déjà très bien et ils trouvent que même Bitcoin est moins volatile que leur monnaie locale. C'est l'Argentine hein, que j'avais en tête, moi, qui a vécu ça il y a quelques années, hein. Mm. L'Argentine, ouais, elle a connu une hyperinflation après 70 ans de socialisme. Ça commence à piquer et là, il commence à petit à petit ressortir l'eau de la tête de l'eau. Oui, c'est ce que Mais, j'allais te dire. Donc, faut pencher sur le côté, là, il y a l'eau qui coule des oreilles. mais ouais, enfin, moi j'ai en voyageant, du coup, je me suis rendu compte vraiment que au Salvador, par exemple, ou même au Mexique ou au Guatemala, il y avait des gens qui utilisaient Bitcoin juste comme moyen de paiement parce que une application, un téléphone et Mhm. basta quoi. Genre, ils pouvaient participer à la société civile en travaillant, en gagnant du pourboire ou autre, leur salaire, en utilisant Bitcoin et transacter avec la famille qui se retrouve à des villes plus loin, tu vois. Donc, Ok. Euh, on va gentiment arriver sur la fin de l'épisode, je vois l'heure qui tourne. Euh, à qui est-ce que tu recommanderais Bitcoin? Demain, euh, alors j'ai même plein, j'ai plusieurs questions là, mais euh, demain tu rencontres quelqu'un dans la rue ou à un bar en train de boire un verre. Alors pas un meet-up Bitcoin parce que je les parle gens. tout le temps de Bitcoin. Non. euh, Bitcoin est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour Bitcoin. ah bah ça voilà, c'est une très belle phrase. Ok, ok. Lié justement à ce côté cycle, ce côté émotion, hein, faut être c'est pareil, hein, je fais le parallèle avec l'IMO, mais pour moi les émotions sont les pires ennemis, enfin et le pire ennemi d'un investisseur. Ça, il a mes connaissances forcément, mais c'est sûr qu'il faut être accroché, hein, ne serait-ce qu'en l'espace de 4 5 mois là, tu fais, enfin moi j'ai mon portefeuille sur certaines crypto-actifs. Après, tu es accroché en fonction du montant aussi que tu vas y déposer. Si tu mets, par exemple, les trois quarts de ton épargne en te disant, bah, vas-y, ça va être mon salut, etc. Bah, forcément, tu vas être beaucoup plus attentif que si tu as mis, je sais pas, si tu mets 5 euros par mois, tes Oui, 5 euros, tu les vois pas passer et juste, bah, tu es curieux de le voir monter et descendre, mais au final, ça oui, te tu te mets représente. pas à risque en fait. L'idée c'est de pas se mettre à risque et de mettre. Enfin, moi c'est toujours un conseiller en investissement. On ne fait pas de conseiller en investissement, mais néanmoins il y a quand même des grandes, enfin je vais pas dire tendances ou métriques, mais ouais, faites pas all-in, vous mettez pas à risque en fait, vous mettez pas en danger, soyez ok avec le fait de potentiellement perdre cet argent parce que c'est de l'argent, enfin, moi, c'est ce que je dis, hein. Vous mettez l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, dont vous n'avez pas besoin pour fonder votre foyer ou quoi, hein. Même si on peut y croire sur du long terme, en tout cas moi c'est la façon dont je vois Bitcoin, hein, de me dire j'ai un pied dedans, enfin un pied dedans, un ongle d'orteil, hein. Voilà, si ça monte un jour, bah tant mieux, hein, mais par contre, si je perds, si in fine, c'était la plus grosse arnaque de tous les temps, bon voilà, j'ai pas mis ma maison en jeu, quoi. Et moi, je dirais, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est un conseil en épargne. Épargnez un peu en Bitcoin. Sait-on jamais, dans 10 20 ans, vous remercierez ce podcast. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, moi déjà, c'est clair que je suis content, je dis merci au Jérôme de 2019. Je crois que j'avais même commencé avant 2019, hein. J'avais dû tomber dessus en fin de novembre 2018 à travers un pote ingénieur. Et je me rends compte que les copains ingénieurs de l'époque étaient vachement plus informés, euh, peut-être côté geek ou quoi, hein, de ce côté-là. Et je me revois encore, c'était peut-être même en 2018, ouais. Mais je remercie le Jérôme de l'époque en fait, parce que le si peu que j'ai mis à l'époque, bah, il a fructifié. Bon, alors je l'ai reperdu avec les autres cryptoactifs à côté, donc ça fait match nul. Mais Ah, mais le peu d'hier peut faire le beaucoup de demain. c'est Moi, ça. tu vois, j'utilise un mineur pour me chauffer à l'appartement parce que pour un watt d'électricité consommée, c'est un watt de chaleur produit. C'est la loi de la thermodynamique. Donc, du coup, pour mon mineur, il consomme 1000 watts, donc il me reproduit 1000 watts de chaleur. Et ça me suffit amplement. Et bah, tous les jours, je gagne un petit peu de Bitcoin. Tu vois, c'est dérisoire, hein, mais mis bout à bout un petit peu tous les jours, bah, ça fait un petit paquet à la fin de l'hiver. Puis surtout, au bout de 5 6 hivers, bah, ça commence à se valoriser. Donc c'est assez sympa. Et je Alors peux. c'est Et quoi comme quoi, justement? Vas-y, c'est hyper intéressant ça. Euh,
le principe, c'est quoi? C'est donc un radiateur électrique, ok? Ouais. Ça consomme 1000 watts et ça va te produire 1000 watts de chaleur. Ouais. Bah là, c'est un petit boîtier avec des puces à l'intérieur, ventilo à l'arrière, ventilo à l'avant. Et il va prendre l'air de l'extérieur et pour propulser l'air à l'extérieur. Et bah, ce boîtier-là, comme il travaille, il consomme 1000 watts, bah, il travaille pour 1000 watts et il va produire 1000 watts de chaleur. Et du coup, il pousse de l'air chaud. Et du coup, bah, chez moi, en hiver, il fait 22, 23. Alors oui, oui, mais le rapport avec la crypto là-dedans. Bah, c'est que ce boîtier-là, c'est un mineur de Bitcoin. Et du coup, bah, par son travail, tous les jours, je gagne des satoshis, des centimes de Bitcoin. Et bah, ma consommation électrique est la même qu'avec un radiateur normal. Donc, Oui, ma facture d'électricité est la même. oui, Sauf qu'in fine, bah, j'ai gagné des bitcoins en plus. oui. Ok. Et ça, c'est des modules que tu installes sur un radiateur en plus? Ou c'est des radiateurs précis? Non, c'était un mineur que j'ai acheté directement, que j'ai juste modifié les ventilos pour pas que ça fasse un boucan d'enfer. Parce que les ventilos de base font un gros boucan, parce que faut se dire, un mineur à la base, c'est fait pour être mis dans des containers type industriel, tu vois. Et bah là, j'ai mis des ventilos de gaming, de PC de gaming qui sont assez silencieux et on entend un petit bruit de fond. Et de toute façon, il y a toujours des bruits de fond, que ça soit ta box internet ou autre, il y a toujours des bruits de fond dans une maison. Et in fine, bah, ça me chauffe tout en gagnant des bitcoins. Ok. Donc c'est un peu une création maison, enfin une adaptation maison. Ouais, pour une maison, ouais. Ok. Donc c'est pas un truc que tu vas industrialiser et Mais diffuser. est-ce qu'il y en a qui ont industrialisé ça, j'avais vu une boîte française justement qui avait créé leur radiateur et ils avaient mis des cartes graphiques pour miner du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies et eux ils te proposaient de te rembourser une partie de l'électricité. En gros, t'envoyaient des euros parce que eux ils gagnaient des crypto-monnaies. Ah oui, donc ok. Donc c'était Des relié à leur bitcoins. portefeuille à eux. C'est ça. Ok, je comprends. Bah écoute, on a fait un bon topo, on a abordé pas mal de sujets. Est-ce que tu as quelque chose à amener en conclusion ou alors je dirais même comment on va appeler ce podcast? Parce qu'en fait, je veux que ce soit un truc un peu putaclic, tu vois, qui suscite, qui suscite l'étonnement à la lecture du titre. Comment on va l'appeler ce podcast? Un Bitcoin à 10 millions, je sais pas. Un Bitcoin Non, à 10 millions, ça peut être ça. Merci en tout non. cas. Bah de rien, en conclusion, bah, je dirais que formez-vous, apprenez. Il y a beaucoup de ressources gratuites pour apprendre comme Plan B.academy qui est vraiment le must du must où vous pouvez apprendre tout gratuitement sur Bitcoin, comment l'utiliser, ce que c'est, etc. Puis essayez d'épargner petit à petit, 1 euro par-ci, 5 euros par-là, comme vous pouvez en Bitcoin, essayez de vous faire payer en Bitcoin. Est-ce que d'ailleurs, tu as des petites aides, des fois, tu as des applis, alors c'est pas des applis téléphone, mais tu peux arrondir, arrondir tes dépenses et c'est une Ouais, il carte. y a Bitstack qui permet ça, qui permet d'arrondir. Ça connecte à ta carte bleue, du coup, ils ont tous tes relevés bancaires et moi, je trouve ça pas ouf. Mais c'est un bon début pour quelqu'un qui veut commencer dans Bitcoin. Ça permet d'arrondir tout. Après, c'est en fonction de combien de fois tu vas utiliser ta carte bleue. Si tu es un gros consommateur avec ta carte bleue, bah, à la fin, tu te retrouves avec une grosse facture. Si tu es un petit consommateur, tu as un petit peu. Mais ça arrondit et ça t'achète des bitcoins. Par contre, ça reste comme une plateforme Oui, centralisée où du coup, dessus, bah, c'est ton argent, mais tu les dis. bitcoins, ils sont chez Bitstack et c'est à toi d'aller faire la manipulation pour Oui. leur demander de l'envoyer sur ton propre portefeuille. Moi, je recommande plus la plateforme Bull Bitcoin, qui elle est plus un broker qui à aucun moment détient tes bitcoins. Tu te crées un compte et tu leur fais un virement bancaire et eux, ils te renvoient ensuite directement les bitcoins au moment de l'acheter directement sur ton adresse à toi. Tu as acheté ou vendre, ils ont un système pareil pour payer des RIB. Donc moi je l'utilise quand je dois de l'argent à quelqu'un, je lui dis bah envoie-moi ton RIB et je rentre son RIB sur la plateforme. Moi je paye en Bitcoin et la personne elle le reçoit en euros, donc c'est assez pratique. Ok, donc une Et plateforme tu qui permet de et- faire le 30, enfin,
enfin, l'échange, la conversion, on va dire, automatique. Ok. Automatique, ouais. Et directement sur ton propre portefeuille. À aucun moment ils détiennent les fonds et tu peux placer un DCA automatique de 5 euros par mois, 1 euro par heure. Moi, une fois, je m'étais amusé à faire 1 euro par heure pendant un petit temps en gros, j'avais mis de l'argent dans mon compte bancaire chez eux. Et du coup, bah, j'avais placé mon petit DCA et toutes les heures, bah, j'avais 1 euro qui partait, clac, clac, Ok. clac. Avec des frais de transaction? Très minime. Il y a toujours des petits frais, mais c'est à moins de 2%. Ok. Ok, ça marche. Bon, merci Scuba pour ce gros tour Bah, de rien, au d'horizon. plaisir. C'était Euh, cool. sujet. On a fait que effleurer Ouais, non, mais c'est la ça. montagne de Bitcoin parce qu'il y reste encore pas mal de choses comme le layer 2, comment utiliser Bitcoin vraiment rapidement en moins d'une seconde, quoi. Il y a les layer 2. Ouais, Donc, on pourra faire un autre épisode. On verra la réaction des auditeurs suite à celui-là. En tout cas, c'est sûr que c'est un univers, on va dire, à la fois simple et complexe, hein, c'est un peu ce qu'on disait, hein. Mais dans tous les cas, oui, je reste persuadé que tout bon investisseur se doit d'avoir un minimum d'actifs. Au bon vouloir de chacun de jauger la prise de risque. Mais en tout cas, ouais, je trouverais ça dommage de se dire, pour notre génération en tout cas, ou même pour la génération des enfants, de se dire que mes enfants me disent, putain, papa, mais t'as connu un Bitcoin à 70 000 $ et tu t'es pas bougé le fion, quoi. et Donc puis ceux ouais. qui se disent, ouais, mais il est trop cher, avant il valait tant, etc. Le meilleur train, c'était hier. Le deuxième meilleur train, c'est aujourd'hui. Et quand le Bitcoin, il sera à 10 millions, 15 millions, etc., tu verras pas la différence que tu l'aies acheté à 70 000, à 50 000 ou à 100 000. Oui, oui. Vraiment, là, ça sera peanuts. Tu verras pas cette différence-là. Ah là là, si un jour ça arrive à ça, dans de Zeus, Et welcome. ouais, bah j'espère que je serai encore vivant surtout. Bon, ouais, sinon, c'est mes enfants qui en profiteront. Je sais pas ce qu'ils pourront s'acheter avec ça. Une baguette de pain. Non, Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, merci pour le non, partage, de ton rien. expertise bien poussée. On voit que tu as vraiment pensé le sujet. Donc voilà, j'espère que ça aura plu aux auditeurs, qu'on n'a pas été trop technique non plus, parce que c'est vrai que des fois c'est dur de vulgariser quelque chose qui peut sembler complexe. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé aborder tout ça avec toi. Et puis je te dis peut-être un prochain épisode alors. Allez, Kenavo. Ça marche, bye bye, ciao.